Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 92 ans, dont 42 ans au pouvoir, Paul Biya est tout de même candidat à un 8e mandat. Il est l'un des plus anciens dirigeants au monde et brigue à nouveau la présidence. En proie aux tensions sociales, sécuritaires et politiques, l'opposition fragmentée mais déterminée espère bousculer l'ordre établi. Focus sur les enjeux de la présidentielle camerounaise du 12 octobre avec Roger Nicolas Oyono-Bengue, un attaché chercheur et enseignant doctorant. Est-il possible de renégocier des contrats avec des multinationales étrangères en Afrique ? C'est le pari des autorités sénégalaises et qui affiche un premier succès avec la construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer. Nous irons sur place dans ce journal. Et à présent, faut-il exclure les filles enceintes de l'école ? Le débat fait rage en République démocratique du Congo. Une circulaire du ministère de l'Éducation nationale impose leur maintien dans le système scolaire au nom du droit à l'instruction. Une mesure saluée par les défenseurs des droits des filles, mais vivement contestée par l'Église catholique influente dans le pays. Entre inclusion morale et avenir des adolescentes, le sujet divise profondément la société congolaise. On ouvre ce journal par les enjeux de la présidentielle camerounaise du 12 octobre. À 92 ans, vous le savez, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, se présente pour un 8e mandat dans un contexte de crise économique, de violence dans les régions anglophones, de fatigue démocratique et de mobilisation d'une jeunesse en quête d'alternance. Cette élection pourrait bien cristalliser toutes les frustrations d'un peuple divisé. Roger Nicolas Oyono-Bengue, attaché de recherche et enseignant doctorant au laboratoire des Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux, nous a expliqué pourquoi cette 8e candidature de Paul Biya n'est pas une surprise pour les Camerounais. On l'écoute. C'est vraiment pas une surprise pour quiconque en fait connaît le Cameroun de voir le président de la République Paul Biya en fait décider de se représenter à cette élection parce qu'il y avait déjà eu des prémices en fait. En ce qui concerne des prémices, il faut voir que au lendemain de l'élection présidentielle de 2018, il y avait déjà en fait un ensemble d'appels à la candidature depuis 2020, ce qu'on appelle les motions de soutien. En fait, c'est des sortes de lettres en fait qui viennent en fait de tous les bords et qui appellent le président par exemple à rebriguer un certain mandat. Et depuis 2021, il y a eu un appel à l'Aleké. En fait, c'est un département du centre Cameroun qui appelait déjà Paul Biya à être candidat. Et au-delà de ça, il y a eu d'autres appels qui ont suivi. Et au-delà de ces appels, il faut également regarder les différents discours du président de la République. Le 31 décembre, par exemple, 2024, il avait presque dit littéralement ma détermination à vous servir restait intacte. Et du coup, donc, malgré en fait les hésitations qui aujourd'hui ne devraient pas surprendre, parce que le président Biya, quand on regarde dans sa manière de gouverner, il y a toujours eu en fait cette manière de créer de la rumeur, de créer le suspense en fait, pour à la fin en fait se relégitimer en sortant comme étant l'unique puzzle ou la pièce maîtresse de ce puzzle en fait. Alors, on reviendra sur le système Biya, mais juste une question. Comment cette annonce est perçue par la population camerounaise et en particulier par la jeunesse camerounaise ? Ouais, il faut dire que plus de sensiblement 60 à 62% de la population camerounaise ont moins de 25 ans. Donc, et quand on regarde cette jeunesse, c'est quand même une jeunesse en fait au quotidien qui souffre en fait de beaucoup de maux qu'on peut retrouver dans d'autres pays, mais particulièrement dans le contexte camerounais, ça fait quand même un peu un taux de chômage élevé. Ça fait en fait les débats d'aller parfois chercher vers les voies les plus prospères, à savoir des pays européens. On a regardé par exemple sur la guerre en Ukraine, certains jeunes Camerounais qui sont pris comme des soldats en Russie. Cela montre en fait l'état en fait de cette jeunesse en fait aussi qui ne sait à quel sens se vouer. Or, il y a également d'un autre côté une minorité d'une autre jeunesse, par contre, qui est dans des grands qui bénéficient en fait de certains avantages. Ça peut être en fait les fils des grands barons du régime qui réussissent facilement à certains concours
toujours par des méthodes parfois pas toujours des critères d'excellence qu'on reconnaît en fait. Ce qui fait que il y a en fait une perception clivante. Il y en a certains qui vont soutenir cette candidature, il y en a d'autres également qui ne vont pas soutenir cette candidature. Donc, est-ce que ce que vous expliquez là, ça participe de ce que vous avez appelé le système BIA? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est clairement ce que j'appellerais le système BIA, autrement dit un système en fait qui est basé essentiellement sur les questions de loyauté, en fait, des loyautés politiques. La loyauté il va en fait sur des questions de solidarité, à la fois ethnique et des solidarités vis-à-vis du système, et où lui-même en fait il est le parent de ce système, la pièce maîtresse de telle enseigne qu'aujourd'hui, c'est pourquoi je vous parlais qu'il n'y a pas de surprise. Ça fait que tant qu'il est en vie et tant qu'il veut se présenter à l'élection présidentielle, il y aura toujours en fait des forces qui glissent vers une sorte de consensus. Et retrouvez l'intégralité de ce focus sur la présidentielle camerounaise, évidemment, sur nos sites internet et sur nos réseaux sociaux. On passe à présent au Sénégal, qui peut-être est en train de réussir, de renégocier les contrats avec des multinationales étrangères. Promis par le président Bassirou Diomaye Faye, ces négociations de contrats connaissent un premier succès affiché fièrement par le gouvernement. Les termes d'un accord sur la construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer contractée avec une entreprise saoudienne ont été revus à la baisse. Quid maintenant des contrats pétroliers? Les détails dans cette correspondance à Dakar, Delimandao. Un partenariat gagnant-gagnant, a commenté le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye lors de cette renégociation de ce contrat de construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer par l'entreprise saoudienne Aqua Power dans les environs de Dakar. Le président sénégalais avait annulé le précédent contrat contracté par ses prédécesseurs en 2022. Le président sénégalais qui s'est félicité des termes de ce nouveau contrat, avec notamment une baisse de 40 francs CFA du prix du mètre cube d'eau. La capacité de production de l'usine sera également doublée. Bassirou Diomaye Faye qui a comme principal objectif, un objectif affirmé et annoncé depuis qu'il est au pouvoir, de renégocier tous les contrats. Il y a près d'un an, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko avait installé une commission chargée d'étudier ces contrats. Et en avril dernier, lors d'une adresse à la nation, le président sénégalais avait annoncé des résultats satisfaisants dans la renégociation de ces contrats. Mais jusqu'ici, aucune annonce officielle n'a été faite par rapport à ces renégociations, notamment des contrats pétroliers. Le Sénégal est devenu ces derniers mois un pays producteur de gaz et depuis un an, un pays producteur de pétrole. On passe au Kenya où la police accuse le défenseur des droits humains Boniface Mwangi d'avoir facilité des activités terroristes lors des manifestations récentes. L'annonce a été publiée sur les réseaux sociaux au lendemain de son arrestation qui a suscité une vague de condamnations et d'appels à sa libération de la part des ONG et d'activistes des droits de l'homme. Clémence Valère. What are they saying? Protest, Ruto must go! Ruto must go! He's a one-time president. C'est une arrestation qui a fait le tour des réseaux sociaux du Kenya. Samedi soir, des policiers ont arrêté l'activiste et défenseur des droits humains, Boniface Mwangi, après avoir perquisitionné son domicile. Le lendemain, la direction des enquêtes criminelles a publié un post sur X l'accusant d'avoir facilité des activités terroristes lors des manifestations du 25 juin. Lors de l'arrestation, les inspecteurs ont retrouvé 2 téléphones portables, un ordinateur portable et plusieurs cahiers. Mwangi est actuellement en garde à vue au poste de police de Pangani, où il fait l'objet d'une procédure de mise en accusation. La police a aussi perquisitionné son bureau à Nairobi, où 2 grenades lacrymogènes et une munition ont également été saisies. Devant le poste de Pangani, son avocate a dénoncé les fouilles et les chefs d'accusation. Nous pouvons confirmer et affirmer, sans aucune incertitude, qu'il s'agit de choses que Boniface n'avait pas en sa possession. Ce ne sont pas des choses qui étaient en possession de son bureau et ce ne sont pas des choses qui ont été portées à notre attention. L'arrestation de Boniface Mwangi a suscité une vague d'indignation de la part des organisations et des défenseurs des droits humains qui ont appelé pour sa libération. Dans un communiqué, plusieurs signataires ont également accusé les autorités de répression grandissante à l'égard des voix dissidentes. Le président William Ruto fait face à des critiques de plus en plus vives suite à une série d'enlèvements et de violences policières depuis le début d'un mouvement de contestation déclenché en juin de l'année dernière par une loi budgétaire controversée, critiquée notamment par la jeunesse. Les rassemblements ont été durement réprimés et ont fait plus de 100 morts.
Et cette question à présent, les filles enceintes doivent-elles continuer à aller à l'école? C'est le débat qui enflamme Kinshasa. Le ministère de l'Éducation nationale a publié lundi 14 juillet une circulaire dans laquelle il ordonne le maintien à l'école des filles enceintes en RDC. Une vive réaction de l'Église catholique qui s'oppose à ce que les jeunes filles enceintes poursuivent leur scolarité. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. C'est une décision qui fait vivement réagir ici à Kinshasa. Les filles enceintes ne pourront plus être exclues des salles de classe. La décision a été prise par l'Éducation nationale et doit être appliquée dès la rentrée de septembre 2025. Jusque-là, une fille enceinte n'était plus admise à l'école. Les garçons, eux, n'étaient pas concernés. Les autorités congolaises entendent mettre fin à ces exclusions, véritable frein à l'éducation des filles dans le pays. Ce serait une double punition. Parce qu'il y a des enquêtes, notamment les enquêtes de population EDS, vous pouvez le lire, qui démontrent que plus les femmes sont instruites, moins elles tombent enceintes. Parce qu'elles apprennent comment se protéger. Et donc, lorsque vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Et en les discriminant, il y a non seulement que notre propre constitution, dans ce qu'elle stipule, est violée, mais n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales. Il existe une convention de droits de l'enfant qui proscrit toute forme d'exclusion de l'enfant à l'école. Cette décision est saluée par les militantes des droits des femmes, mais l'Église catholique, elle, y est opposée. Dans un communiqué, elle affirme que les écoles conventionnées catholiques ne sont pas concernées par la circulaire du ministère. Pour l'Église, si une jeune fille tombe enceinte pendant sa scolarité, c'est un manquement grave à la discipline et à la moralité en vigueur dans ces établissements scolaires. Les autorités congolaises précisent que cette décision est un pas en avant, mais que le combat continue, notamment en termes de sensibilisation. Et on termine avec du sport et cette cruelle désillusion pour l'Algérie et le Sénégal, tous les deux éliminés en quart de finale de la CAN féminine avec 2 matchs accrochés conclus au tir au but. Les Fennecs chutent face au Ghana malgré une défense restée inviolée juste dans le jeu. Même scénario pour les Sénégalaises battues par l'Afrique du Sud, tenante du titre. Et en demi-finale, le 22 juillet, ce sera Maroc-Ghana et Nigeria-Afrique du Sud. Et on passe au rugby avec cet exploit du Zimbabwe, sacré champion d'Afrique ce samedi à Kampala après une victoire serrée face à la Namibie, 30-28. Grâce à ce titre, les Zimbabwéens décrochent leur qualification pour la Coupe du Monde 2027 en Australie, une première depuis 1991. Les Namibiens, eux, habitués de la compétition, devront passer par un barrage face aux Émirats Arabes Unis pour garder une chance. Et le Mondial 2027 de rugby comptera cette fois-ci 24 équipes contre 20 auparavant, dont 18 déjà qualifiées, parmi lesquelles la France, le Japon, l'Argentine et désormais le Zimbabwe. Et c'est la fin de notre édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Dakar à Abidjan en passant par Kampala. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Escorting, sugar daddy, des mots édulcorés qui recouvrent une réalité sordide, celle de la prostitution des mineurs en France. Un phénomène en constante augmentation qui bouscule nombre de certitudes. La première marge du problème, c'est la pornographie. C'est-à-dire l'entrée de la pornographie, de la consultation de la pornographie à partir de 8 ans à peu près. Quand des jeunes nous disent j'ai vu plein de choses sur Telegram, des vidéos de viol, au début ça m'a choqué, maintenant ça me fait plus rien. On voit que ça a un impact. C'est perturbant quand une jeune fille de 14 ans me regarde et me dit « Non, mais c'est mon corps, c'est mon choix, j'ai décidé, je suis en plein contrôle ». La phrase préférée, c'est « Non, mais je gère, je gère, tout va bien ». Donc on dit « C'est mon choix », c'est une défense. C'est une défense pour se protéger soi, c'est une manière de rester autonome. Mais en fait, ce qu'il y a derrière cette autonomie qu'on prétend avoir, c'est des rhétoriques d'agresseurs en fait. Militants de terrain, policiers ou encore survivantes de la prostitution, ils sont dans Au Micro, des témoignages rares à retrouver sur France 24.